je suis ravie de vous retrouver pour ce live où on va inviter Sarah Pebb qui va nous raconter un peu son parcours suite à son cancer du sein et qui va nous raconter un peu toutes les étapes qu'elle a traversées pendant la maladie. Alors attendez, il faut déjà que je l'invite. Sarah, si tu es là, demande une invitation. Je te trouve. Je t'invite. Voilà, normalement tu as reçu l'invitation, il faut se connecter. Donc c'est toujours les grands moments de solitude au tout début des lives. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous et à toutes. Et donc aujourd'hui, en ce mois d'octobre rose, on va donc recevoir Sarah, que j'ai déjà interviewée pour un podcast, à vrai dire, parce que elle a une approche très... donc on parle de sujets graves, on parle de pathologies lourdes, etc. Mais une approche très fine et souvent drôle, étonnamment, de son parcours de soins et de ce qu'elle a traversé il y a maintenant quelques années. Elle a d'ailleurs écrit un livre, Cancer du sein, même pas peur. Je crois que c'est ça le titre. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Elle vous le montrera là quand elle arrivera. Et en fait, elle en parle avec beaucoup d'humour et de dérision, ce qui fait énormément de bien quand on parle de sujets aussi lourds. Sarah, je continue à parler, à te présenter, mais ce serait vraiment bien si tu pouvais le faire toi-même. Alors attends, Sarah ne peut pas participer, il y a écrit. Peut-être que tu n'es pas là. Ça m'étonne, mais je t'ai pas vue. Ah si, ça y est, je te vois, Sarah. Ah, voilà. Bonjour. Coucou, ça va? Ouais, je viens de faire la minute la plus longue de la journée. Ah, désolée. J'ai un petit truc de. Normalement, j'ai mon portable qui s'accroche sur ma light et le truc pour l'accrocher est cassé. Ah mince. J'ai essayé de mettre du scotch marron là pour le tenir. Du coup, finalement, je l'ai posé en hauteur sur mon ordi, donc j'espère que vous me voyez bien. Eh ben, t'es parfaite. Bon, tant mieux. Et, Voilà. une minute, ça va, tout est relatif, hein, si t'es pas non plus. Ok, Et en tout cas, j'ai mais déjà quand parlé même. de ton livre en disant qu'il fallait que tu le présentes, etc. Ah, bien. Et que donc, voilà. Et donc, en fait, déjà, je vais commencer par te laisser te présenter. Pourquoi Ouais, on a choisi de t'inviter, toi, Sarah Pebb, en ce mois d'octobre rose? Ah, c'est une coucou, bonne c'est question, ça. Cathy. Quoi? Je dis, c'est une bonne question, ça. Pourquoi? Vas-y. Donc, je m'appelle Sarah Pebro. J'ai coupé mon nom pour la scène en Sarah Peb et parfois je prends le nom entier. Voilà. Donc, Sarah Peb, Sarah Pebro, c'est la même personne. Je suis comédienne, humoriste et auteure. Et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai décidé de témoigner il y a. Le livre, il est sorti en 2015, donc c'était en octobre 2015. Il s'appelle donc Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. C'est lui. Et ensuite, en 2017, j'ai lancé un spectacle qui s'appelle Cas Surprise, la lettre K, comme parfois entre nous, on peut appeler le cancer. Cas Surprise pour le côté un peu Kinder Surprise du traitement, on en parlera. Un spectacle que j'ai coécrit avec Elise MacLeod qui me met en scène. Et le point commun de ces deux supports, le livre et le spectacle, c'est que c'est raconté avec beaucoup d'humour. Parce que moi, ça m'a aidé dans l'épreuve et que je trouve que ça permet de parler de la maladie autrement. Hein. Sinon, tu dis cancer, il y a tout le monde qui part avant même que tu aies fini le mot. Ce qui n'empêche pas de dire les choses aussi avec sensibilité et surtout, il y a beaucoup d'espoir. Et avec Élise, on voit le spectacle comme une ode à la vie, ce qui, je pense, résume bien. Et le point commun, pour finir, un dernier point pour me présenter, le point commun de ces deux supports, c'est surtout que moi, ça a été très vite important pour moi de témoigner pour passer le relais. On essaye toujours de savoir en fait pourquoi ça nous est arrivé. Donc j'ai compris certaines choses, je me suis mieux assumée dans ma vie de comédienne sans me poser de questions, sans tour de personnes positives. Et puis aussi, et surtout pour moi, ça a été... Je me suis dit, bah tiens, comme j'étais déjà artiste, moi je faisais des one-woman shows sur la loose de l'amour, hein, c'est une autre thématique, et ben je me suis dit, ça m'est peut-être arrivé aussi pour que je passe le relais. Voilà. Est-ce que ça a eu une vertu thérapeutique? Est-ce que ça t'a aidé à mettre à distance ce cataclysme qui t'arrive alors que tu as 30 ans et que globalement on ne s'attend pas à avoir un cancer à 30 ans? Tu le dis d'ailleurs très bien dans ton livre. Oui, je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé en fait. C'est-à-dire qu'en espérant que raconter mon histoire en aide, moi, en fait, ça m'a vachement aidé, ouais. Donc, je pense que c'était aussi ça que c'était prédestiné, c'est que tout à coup, ça donne une raison d'être un peu à ce qui s'est passé. Au-delà, comme je le dis encore, hein, je trouve que personnellement, tu apprends beaucoup aussi dans une épreuve, surtout quand c'est jeune. Ça permet de changer
adaptation un peu plus rapidement. Je trouve que c'est un des avantages, enfin, sans mettre que c'est un cadeau ou autre, mais quand même, enfin, voilà, ça fait partie des côtés positifs. Et ouais, je pense que ça m'a aidé, surtout qu'au moment des traitements, j'ai vraiment parlé à quasi personne de ce que je traversais, vraiment que le cercle très proche. Et finalement, surtout, en fait, grâce aux livres et au spectacle, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient passées par là, ce que j'avais pas eu avant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était incroyable parce que franchement, une des plus belles choses grâce à tout ça et grâce au fait que j'ai témoigné surtout, c'est les rencontres avec les personnes qui sont passées par la même épreuve. C'est incroyable à quel point on se reconnaît, on se comprend, il y a une solidarité et que même si les histoires sont différentes, les parcours sont différents, il y a un truc très chouette que je ne peux pas expliquer, mais qu'en général, tu sais, quand tu es passé par là, qui fait que ouais, tu te comprends et tu fais vraiment de très belles rencontres. Et ça, c'est hyper riche et je ne l'aurais pas eu si j'avais pas témoigné, en fait. Il y a un sujet qui est intéressant que tu viens d'évoquer, qui était en fait l'idée que pendant la maladie, tu n'en as pas parlé. Parce que toi, effectivement, c'était invisible. C'est-à-dire que tu as eu le choix, contrairement à des Ouais. femmes qui perdent leurs cheveux, qui ont des chirurgies lourdes, etc. Toi, tu as eu enfin, tu as eu une chirurgie lourde, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire. Tu as eu le Ah oui, choix. non, non, c'est pas du Comment tout aussi lourd. Ouais, ouais, j'ai eu la grande chance de ne pas avoir de chimio, donc c'était facile, entre guillemets, pour moi de ne pas en parler. Enfin, je veux dire, ça se voyait pas, j'ai perdu un peu de poids, mais franchement, il n'y avait rien de... j'avais de la fatigue que tu pouvais associer à d'autres choses. J'ai eu mon bras droit que je ne pouvais pas utiliser pendant un moment parce qu'ils avaient enlevé des ganglions, mais du coup, j'en avais fait un sketch sur comment trouver l'amour un peu handicapé du bras, parce que j'avais joué une semaine après mon opération, ce qui n'était pas une grande idée. Et et du coup, et en même temps, si, parce qu'en fait, ça m'a aidé. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai eu la grande chance que physiquement de ne pas avoir les marques qui auraient été plus visibles. Mes cicatrices étaient cachées de l'opération, les marquages des rayons. Bah, je mettais des t-shirts un peu hauts et tout pour que ça se voit pas. Mais oui, ça m'a aidé. Et du coup, moi, j'ai jamais autant joué qu'à ce moment-là. Après, j'ai la chance aussi de faire un métier artistique. Je devais pas être au bureau de 8h à 18h, mais tu vois, le matin, par exemple, pendant ma radiothérapie, le matin, j'avais les rayons. Je faisais le matin parce que le soir, je jouais. Comme ça, je pouvais quand même me poser un peu. Et le soir, je jouais. Et ça m'a vachement aidé de continuer ça. J'étais sur un projet, sur une adaptation de Manon des Sources par Céline Masse, que j'avais connue dans une autre vie, voilà, qui avait mis en scène Manon. Je jouais le rôle titre et donc je lui ai dit, on allait commencer les répétitions et je lui ai dit, bah voilà, je suis malade et tout. Elle me dit, oh, tu veux qu'on arrête le projet qu'on décale? Je dis, oh, surtout pas, surtout pas. Ne m'enlève pas ce qui me fait tenir. Voilà. Mais après, chacun voilà, doit faire comme il le souhaite. Et encore une fois, j'ai eu la grande chance de ne pas avoir la chimio, ce qui a permis aussi peut-être plus facilement que je fasse ça. Donc, pour que chacun s'écoute, quoi. On a commencé à parler d'Octobre Rose. Je pense que tu as, en tant qu'ancienne malade, enfin, je ne sais pas comment te définir par rapport à l'épreuve que tu as traversée, parce que j'imagine qu'on garde les stigmates toute notre vie, quoi qu'il arrive de toute façon. Mais en tant qu'ancienne malade, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Je sais que tu as des choses à dire sur la question. Oui, parce que, alors, bon, Octobre Rose, c'est très bien. Il y a des choses très positives. On parle plus du cancer. Bon, on parle surtout du cancer du sein, alors qu'il y a plein d'autres cancers. Mais bon, après, ça met de la lumière sur le cancer. Ça fait que les gens en parlent. Ça fait un reminder qu'il faut aller chez sa gynéco, qu'il faut faire sa mammo à partir d'un certain âge. Enfin voilà, qu'il faut être surveillé. Pour ça, je trouve ça très bien. Maintenant, le cancer, c'est toute l'année. Et moi, je veux dire, j'ai pas été malade qu'un mois. Voilà, je me suis fait opérer en janvier. J'ai fait 3 mois et demi de rayons tous les jours. J'ai fait 5 ans d'hormonothérapie tous les jours, tous les mois de l'année. Je fais des contrôles 2 fois par an, en janvier et en juillet. Enfin voilà, c'est les personnes qui se battent, elles se battent tous les jours de toute l'année. Et quel que soit le cancer. Et puis après, là, on parle cancer, mais il y a plein d'autres épreuves de la vie, d'autres maladies, etc. Mais, donc voilà, c'est juste que c'est super, mais parce que je pense que quand même ça met de la lumière, ça fait qu'on en parle un peu plus et tout. Mais je trouve qu'il faut juste en parler toute l'année. Et moi, de même que le spectacle, il est sorti en juin, en octobre, je le joue toute l'année au théâtre. Alors c'est vrai que pour les associations, les hôpitaux, les entreprises, on me demande plutôt autour d'Octobre Rose ou de la CEFT, la Semaine européenne pour les personnes en situation de handicap. Mais voilà, c'est toute l'année, donc c'est juste, les filles, allez chez votre gynéco. Ah oui, je sais, je t'ai dit ça. Oui. Est-ce que vous pouvez chacune... Alors déjà, si vous n'êtes pas allé chez votre gynéco, dès qu'on a fini le live, parce que restez avec nous s'il vous plaît, ou vous le notez sur un post-it, vous allez chez votre gynéco et vous appelez une amie pour lui dire, lui demander si elle a vu sa gynéco. Et puis après, le mois prochain, vous appelez une autre amie. Et chaque mois de l'année, voilà, qu'on prenne soin les uns des autres. C'est pas mal comme initiative, hein. Ça te rappelle
l'importance d'aller chez le gynéco. Et d'ailleurs, à ce sujet, et c'est une super transition parfaite pour la question qui suit, c'est la question du parcours de soins et de comment on t'a diagnostiqué ton cancer. Oui, alors justement, c'est un rapport avec aller chez votre gynéco. Moi, en fait, je n'avais pas de douleur ou autre. J'avais juste plus d'ordonnance pour ma pilule. Donc, je pense qu'on est toutes, enfin, on s'est déjà fait dépanner d'une plaquette à la pharmacie en disant promis, je vous apporte l'ordonnance la prochaine fois, sans passer par la gynéco. Et bah, cette fois-là, j'ai été inspirée, je suis allée voir ma gynéco et j'ai eu de la chance quand même si j'ai changé de gynéco depuis pour différentes raisons, vous comprendrez, mais j'ai eu la chance qu'elle me palpe et tout, parce que j'ai appris qu'il y avait des gynécos, elles te font les ordonnances, tu repars. Enfin bon, je pousse sans doute, c'est une minorité, mais bon, demandez à chaque fois ce qu'on vous examine, ça me paraît être la base. Moi maintenant, ça me choque quand j'arrive dans un truc et qu'on regarde pas, je dis mais vous voulez pas un peu plus, non? C'est pas, Pas je de sais. s'il vous plaît. Tu vois? Et heureusement, parce que du coup, elle sent un truc à droite et elle me dit, il y a un kyste, mais bon, je pense que c'est rien, on va faire une petite mammo, mais c'est pas urgent. Donc moi, j'ai attendu un mois, ça je vous le raconte aussi, parce que voilà, enfin, à la limite, faites les trucs tout de suite comme ça, c'est fait. J'ai perdu un mois, c'est pas grave, je suis là, tout va bien. En revanche, le truc important dans l'histoire, c'est que si j'étais pas allée chez ma gynéco et que j'avais attendu un an, je serais pas là. Alors, c'est pas du tout pour faire peur, c'est juste pour partager honnêtement, et moi, si je témoigne, c'est vraiment pour que ça puisse aider d'autres personnes, c'est aller chez votre gynéco. Tu n'avais aucun signe, tu n'avais pas de ganglion sous le bras, Non. Alors, pour être honnête, je ne me palpe pas les seins, vous pouvez vous autopalper. Si, je l'aurais senti en fait, parce qu'il était quand même bien présent, il était sur le côté. Il n'était pas énorme, mais il se sentait bien. Mais je me palpe pas les seins. J'étais célibataire à l'époque. Bref, j'avais personne qui les avait touchés récemment. Et donc voilà. Donc je n'avais vraiment aucun signe. J'y suis vraiment allée. Et alors elle, comme elle était grande détente, j'ai attendu un mois pour faire la mammo. Et au moment de faire la mammo, j'ai compris que ça prenait un peu la tangente parce qu'ils m'ont dit on va faire une écho. Je me suis dit oh, je suis fatiguée, mais je crois que c'était pas prévu. Et puis après, surtout, j'ai attendu 20 minutes dans la salle d'attente avec toute la salle d'attente qui se vide. Là, tu te dis il y a un petit truc. Et je les ai entendus appeler ma gynéco. après l'échographie. Ouais. Ah, donc Ouais. ils mettent du temps à te donner le résultat. Pendant Ouais. l'échographie, ils ne te disent ce qui se passe parce que c'est un radiologue qui fait l'écho. Ouais. Mais ils ont dû vouloir vérifier, je pense comparer. Après, j'ai vu qu'ils avaient ma gynéco au téléphone, donc est-ce qu'ils ont mis une demi-heure à la joindre peut-être aussi. Et en fait, je sais même pas s'ils l'ont eu d'ailleurs, parce que je me demande si c'était pas mercredi, ils n'ont pas réussi à l'avoir, elle ne devait pas bosser le mercredi, enfin, un truc genre pas de bol. Et eux, en fait, ils m'ont tout de suite dit qu'il y avait un truc qui n'était pas bénin et qu'il fallait faire une IRM et une biopsie. Et de nouveau, ma gynéco m'a dit non, mais c'est bon, les radiologues, ils abusent avec les examens, on va faire une ponction. Alors, demandez une biopsie si vous pouvez, parce que j'ai appris après coup que la ponction peut passer à côté d'un cancer. Donc, on est content. Et donc, elle me dit pour la ponction, pas d'urgence, attendez le début d'année, elle est très occupée. Et bon, je me suis dit non, non, attends, je vais pas me faire Noël avec ça. Donc, j'ai pris rendez-vous début décembre. Je vois la fille de la ponction, c'est bon, c'est rien, j'ai l'habitude. Ok, elle a l'air d'avoir 70 ans d'expérience, c'est bon. Je repars. Et au passage, je dis faites-vous accompagner dans ces rendez-vous. Moi, j'étais avec ma mère et franchement, j'ai eu hyper mal. J'ai fait quasi un malaise après. Donc, n'y allez pas tout seul. Surtout que j'ai pas eu d'anesthésie, donc j'ai un peu morflé. Et après, elle me dit tout va bien. Et puis, je suis pas sûre d'avoir les résultats avant Noël. Ah, je me dis là, franchement, le Noël où tu sais pas, c'est quand même pas cool. Et même si j'étais toujours hyper positive, que tout le monde me disait que c'était rien, je me disais j'aimerais au moins savoir ce que c'est. Je pensais même pas cancer. Je pense en fait, je me disais juste j'aimerais savoir ce qu'est ce truc, s'il faut l'enlever ou pas. Ah, Alors, pas mis ouais. le mot. Je te dis que c'était pas bénin. Ah, on Mais, m'a juste dit que c'était pas bénin. d'accord. Donc tu savais pas ça pouvait être quoi d'autre? Bah C'était alors, quoi? je sais pas parce qu'ils m'ont pas dit que j'ai pas posé les questions, tu vois. En fait, j'étais tellement persuadée de rien avoir que vraiment, j'ai pas. Ou est-ce que je me suis auto-persuadée que c'était rien? Je sais pas, mais j'ai. Parce qu'à 30 ans, tu crois pas que tu vas Bah avoir. non, c'est ça, quoi. Ouais. Et donc, je me suis jamais mis dans cette dynamique. Et c'est la veille de Noël, ma gynéco qui m'appelle, qui me dit ah, contrairement à ce que je croyais, c'est pas bénin, vous pouvez venir demain. La veille de Ok. donc le 23 décembre. Ouais. Et Enfin, tu le 20, je crois. Ouais. t'es retrouvé. Mais moi, je fêtais Noël le 22 cette année-là. Donc, pour moi, c'était la veille de Noël. Donc en fait, tu as eu, elle est, et là, on te décrit le protocole, on te dit quoi? Elle dit Euh, Là, non, alors je pense qu'elle était perturbée. Donc d'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans le livre et avec Elise, on l'a mis dans le spectacle parce que ça frappe. C'est qu'elle me dit, on va pas tourner autour du pot, c'est un cancer du sein. Et 2 secondes après, elle me dit, vous voulez du Lexomil? Alors, en fait, je pense que elle-même était scotchée parce qu'elle m'avait tellement dit dès le début que c'était rien. Je pense qu'elle s'y attendait vraiment pas. Et du coup,
Et moi, je comprends rien à ce qui m'arrive. Je suis avec ma mère. Donc, encore une fois, venez avec quelqu'un au rendez-vous parce que franchement, je n'ai rien compris de ce rendez-vous. T'en parles pas mal dans ton livre, mais ta Ouais. mère, elle est vraiment à tous les... Enfin, elle est là tout Ah, le temps. tous les trucs. Tout le temps. Tout le temps. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle. Ouais, l'importance des... Ouais, et puis de pas hésiter à demander, c'est-à-dire que elle, bon, je pense qu'elle a compris, elle s'imposait pas non plus, mais elle a compris que j'avais besoin. Mais je pense qu'il y a des personnes qui osent pas demander. Je pense même aujourd'hui pour mes contrôles, j'arrive toujours pas à demander. Maintenant, j'arrive à prévoir un truc avec une copine après. Donc, juste, voilà, de pas hésiter à s'entourer. Et franchement, pour les rendez-vous comme ça, faut pas y aller seul parce que on comprend pas ce qui nous arrive, en fait. Donc, on peut pas prendre des notes. Enfin, même si on prend des notes, en fait, on est en état de choc. Enfin, en tout cas, moi, j'étais en état de choc, je comprenais pas. Je, j'étais paumée. Puis elle a voulu tout de suite me mettre avec une équipe médicale. Donc, elle a tout calé. Je pense qu'elle était stressée. Donc, elle m'a fait genre rendez-vous chirurgien, rendez-vous pour l'opération, l'anesthésiste et tout. Et finalement, je suis pas allée avec son équipe parce que j'avais un proche qui avait eu un cancer et donc j'ai préféré aller avec le médecin qui l'avait traité. D'accord. Voilà. Et donc j'ai eu opération, enfin ça s'appelle une tumérectomie, on t'enlève la tumeur, on m'a enlevé quelques ganglions aussi dans le bras. Et grande chance de ne pas avoir de chimio. Ils ont hésité, mais j'avais que 30%, je crois, de trucs invasifs dans ma tumeur. Et ensuite, j'ai fait 3 mois et demi de rayons tous les jours, ça c'était un peu long. Et après, j'ai fait 5 ans d'hormonothérapie. Donc avec tous les effets sympas de la... Je disais, en fait, c'est un mix entre les effets de la ménopause et de la femme enceinte. Et il faut savoir que pendant les 5 années de ce traitement, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc c'est toujours sympa d'avoir les effets de la femme enceinte quand tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est Et intéressant puis comme on truc. en... Et de la ménopause en avance, comme ça je peux débriefer les copines. Ça, c'est important. Mais oui, et en plus, on en revient toujours à la question de l'âge, qui est qu'une période, une femme entre 30 et 35 ans, on peut envisager l'idée qu'elle a envie d'avoir un enfant et que cette histoire tombe encore plus mal, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est autre chose que j'aime bien partager, c'est que, parce que moi j'ai dû me battre pour le faire et c'est pas le corps médical qui me l'a proposé. Si on vous diagnostique un cancer et que vous êtes en âge, soit vous avez déjà des enfants, mais vous savez pas, peut-être que vous en voudrez plus tard, soit vous en avez pas, vous savez pas encore si vous en voulez. Franchement, faites congeler vos ovocytes. Faites un prélèvement d'ovocytes pour les congeler parce que les traitements, on ne sait pas les effets qu'ils ont sur nous. Moi, le traitement hormonal, ça m'a créé de l'endométriose, qui est la première cause d'infertilité en France. Donc, bon, battez-vous et franchement, faites congeler vos ovocytes parce que moi, on ne me l'a pas proposé, donc je partage le truc parce que, enfin, j'ai pu le faire parce qu'on m'en a parlé, mais pas du tout dans le corps médical. C'est pour ça que je le partage. Ils ne sont pas encore hyper. Pourtant, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont concernés par des cancers, mais certes moins que des personnes plus âgées. Mais je sais pas, tu as une fille de 30 ans qui a un cancer, enfin, tu lui proposes de préserver sa fertilité. Enfin, ça me paraît la base, en fait. Et Juste de ne pas avoir ça en plus. pourquoi tu y as pensé? Parce qu'il faut envisager que le cancer peut contrarier la fertilité, se dire que, enfin, tu vois, Ah, mais c'est pour ça que je le partage, que moi, j'y aurais jamais pensé toute seule. Tu es trop dans le combat et dans le truc. Et en fait, c'est grâce à ma sœur qui avait. Ma sœur, elle était enceinte à ce moment-là, donc j'avais fait une baby shower en sortant de l'hôpital. À la maison pour elle avec ses copines et en fait elle avait et c'est une de ses amies, elle avait dû lui parler de ce que je traversais et donc elle est venue me voir, elle me dit tu sais je voulais te dire j'ai une amie alors comme toi elle a pas eu de chimiothérapie mais elle a fait de la radiothérapie, elle a réussi à congeler ses ovocytes avant, tu devrais peut-être demander de le faire parce que comme ça tu prends des précautions et tout. J'aurais jamais pensé et après je l'ai demandé mais ils m'ont fait chier parce que comme je m'étais fait opérer il faut enchaîner vite les rayons en fait pour garantir que tu sécurises la zone en fait, qu'il n'y ait pas des cellules qui restent. Et moi, du coup, j'ai dû me battre. Donc, autre combat dans le combat. d'être. Mais... Donc, j'ai pu le faire. Mais Donc, attends, si on récapitule, décembre diagnostic, janvier opération, derrière, ouais, relation des ovocytes et on commence la radio. ouais, Tu pars pour 3 mois de répète et de radiothérapie le matin. Et de... voilà. Et de spectacles, je jouais, ouais. donc, c'est quand même des emplois du temps assez chargés, on peut le dire. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la radio, qu'est-ce qui se passe? La fin de la radio, c'est très bizarre parce que, en fait, tu vas à l'hôpital tous les jours. Et en fait, alors, ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que pour me faire accompagner pour la première fois de ma vie, je suis allée voir un psy parce qu'en fait, j'ai compris que j'allais pas arriver à en parler et qu'il fallait que j'ai bien un endroit où j'allais pouvoir évacuer. Et en fait, je me rappelle que je l'ai appelé après les rayons et je lui ai dit, mais j'ai l'impression d'être toute seule. C'est très bizarre. Je l'ai partagé avec d'autres femmes. Je me suis sentie moins seule parce qu'elles m'ont dit qu'elles avaient ressenti ça. Qu'en fait, toute la période où tu vas à l'hôpital, en fait, tu es entourée et tu devrais te réjouir où c'est fini. Et en fait, ça fait un peu bizarre parce que du coup,
je sais pas comment dire, est-ce qu'il y a un truc safe avec l'hôpital? Pas tellement, parce qu'en plus, on est toujours au sous-sol. Je sais pas pourquoi je fais des blagues là-dessus, mais c'est tellement drôle. On est toujours au sous-sol, quoi. C'est pas contagieux le cancer, mais on te cache quand même, hein. Si tu peux être plutôt au moins 4, c'est mieux. Donc voilà, donc ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre que ça s'arrête. J'ai quand même fait une fête de fin de rayon avec des amis, mais je pense que tout le monde n'avait pas compris que c'était ça, mais ils ont cru que c'était une fête, donc ils se sont dit, allez, c'est bon. Mais t'étais pas Euh, physiquement épuisée? Si, je pense, mais en fait, tu es dans une ligne droite, mais tu vois, c'est même pas ça qui me. Puis moi, en fait, j'ai assez vite enchaîné avec l'hormonothérapie. Donc, Et vous êtes très courageuse. Ouais, Sarah, tu es très courageuse. oh, bah, c'est Merci gentil, Céline. là. Merci Céline, c'est gentil, hein. Je sais pas, il y a plein, on est toutes courageuses, mais c'est gentil. Euh, Et donc l'hormonothérapie, ouais, t'as enchaîné direct. Et l'hormonothérapie, ouais, j'ai enchaîné direct. Ce qui, en soi, n'est qu'un truc que tu avales, donc par rapport à l'hôpital et tout, ça va. C'est juste que ça a vraiment des effets secondaires pas cool de bah, tous les trucs hormonaux. En fait, c'est un traitement hormonal, mais qui te coupe un peu les hormones. Et ça te met en genre de ménopause artificielle, en fait. Et du coup, bah, j'avais des bouffées de chaleur. Au début, je savais pas ce que c'était, donc je coupais le chauffage en plein milieu de la nuit. Pardon, je me permets de t'interrompre. Je Ouais. ne suis pas médecin Sarah, mais de ton point de vue, qu'est-ce que tu as compris de ce traitement? À quoi ça sert de mettre une femme? Ah oui. Vas-y. Alors, pardon, ouais, c'est parce que j'aurais dû dire, j'ai eu un cancer hormonal. Et donc, quand c'est un cancer hormonal, ils font une hormonothérapie parce que c'est un truc qui sécurise. C'est comme si la radiothérapie, ça sécurise un peu la zone. Et derrière, en fait, comme a priori, c'est les 5 premières années, je touche du bois, où tu as le plus de récidives. Alors maintenant, d'ailleurs, on le prend sur 10 ans. Moi, j'ai fait 5 ans. Et tu le prends pendant 5 ans parce que c'est censé, du coup, te protéger d'une potentielle récidive. C'est pour ça que tu le prends. Donc voilà. Après, ça a des effets, je crois que ça c'est pas je crois, ça a des effets différents selon si tu es avant ou après la ménopause, forcément. Comme ça te met en ménopause si tu l'es pas encore. Et merci Web Ressources. Je sais pas quel est votre prénom, mais merci, c'est gentil. Et donc voilà, du coup, j'ai perdu mon fil Et donc de ce que- l'hormonothérapie, en fait, ce qui se Ouais, passe, c'est que tu te retrouves premièrement en ménopause artificielle et ouais. deuxièmement avec des effets de grossesse, en fait. Enfin, Ouais, en fait, tu as vachement de trucs sur l'humeur. Et il y a une Ouais, scène que je me rappelle qui m'avait frappée, c'était genre, je cherchais un pull chez moi. Mais ouais. vraiment, je me suis énervée. Je voulais trouver ce pull. Donc j'étais hyper énervée. Je cherche, je cherche. Et sans blague, je vous jure, quand je le trouve, je pleure. Je me rappelle, parce que pour mon placard, c'était des étagères et j'étais assise. Et franchement, je m'énerve, mais je m'énerve comme une folle et je pleure. Non, je pleurais pour rien. Donc voilà, ça donne un exemple. Les bouffées de chaleur, bah, je coupais le chauffage au milieu de la nuit et puis après, j'ai quand même compris que c'était pas ça. Parce qu'après, j'avais quand même très très froid le matin. Donc j'ai compris les trucs. Et il y avait des jours, ça franchement, si vous faites de l'hormonothérapie et que vous êtes au début, ne soyez pas frappés. Parfois, ça fait un truc de où tu as des jours tout noirs là où tu pourrais quitter ton mec. Enfin, tu pourrais prendre des décisions un peu, tu vois, impulsives, genre, je sais pas, quitter ton mec, changer de boulot, etc. Rester tranquille. Attendez le jour d'après, voire 2 jours, au cas où si 7 jours. Ça peut arriver. Et puis il y a des jours où on est galvanisé. Donc, mais c'est important de savoir et parce que bon, moi je me suis dit est-ce que c'est un truc de dépression et tout et non. Enfin après je pense que ça peut arriver avec la maladie, puis ce serait naturel qu'il y ait des effets psychologiques, mais non, enfin, franchement, chimiquement, il y a des trucs qui se passent. Et alors après, il y a les trucs de sécheresse. Donc ça, je pense qu'à mon avis, avec Millet, vous devez avoir des trucs qui peuvent remédier, des produits qui peuvent remédier. Parce que bon, on n'en parle pas, ça c'est vraiment les trucs tabous. Hein. Parce que c'est sécheresse de la peau, mais c'est sécheresse, enfin voilà, à tout niveau. Donc c'est un sujet. Après, ça a des effets plus forts. C'est-à-dire que moi, ça m'a créé de l'endométriose. Donc, comme c'est hormonal, en fait, ça m'a créé de l'hypothyroïdie. Donc j'avais 50 TSH après les traitements. Et j'ai compris pourquoi j'avais grossi pas mal pendant les traitements. Oui, ça fait grossir aussi, bah, comme la ménopause. Hein. Et puis, et j'ai eu de l'endométriose. Donc ça, c'était quand même le truc le plus embêtant dans l'histoire. Mais voilà, après, c'est un traitement qui te protège, donc faut pas. Ah oui, oui. Mais par contre, ce que tu m'as raconté quand on préparait cette interview et toutes les fois, parce que maintenant on commence à bien se connaître, Ouais. question, c'est l'importance des idées alternatives, enfin des choses qui ne sont pas médicales, mais qui peuvent te soulager. Et tu dis, moi j'ai attendu trop longtemps pour faire appel. Ouais, complètement. Ouais.
Écoute sur le Complètement. Bah, moi, en fait, j'ai attendu trop longtemps. C'est pour ça que je dis aux gens, allez-y tout de suite. Par exemple, 4 ans après la fin des rayons, j'avais quand même des douleurs tous les jours. Moi, ma tumeur, elle était sur le côté. Donc, j'ai beaucoup de douleurs. Enfin, j'ai le bras qui n'est pas toujours au top encore. Et surtout, les douleurs, c'était... Je ne sais pas si on voit pas sur mon truc, si vous voyez. Là. Et en fait, je suis allée voir un magnétiseur. Mais le magnétiseur, il faut savoir que c'était mon médecin traitant à l'époque qui me l'avait conseillé quand j'étais en plein dedans. J'ai attendu 4 ans en une séance, je vous jure, hein, en une séance. Donc, il est magnétiseur, je pense que c'est barreur de feu aussi, mais lui, il s'appelle magnétiseur. Il m'a mis, j'avais un pull, je me rappelle, c'était l'hiver, c'était genre février, j'avais un gros pull, j'ai voulu que je l'enlève, enfin, je vais pas me mettre à poil, mais au moins, enfin, qu'il voit. Il dit non, non, c'est bon, peut-être les cicatrices et tout. Et en fait, il a mis sa main à travers mon pull. Et je vous jure, j'ai eu tout depuis le jour où j'ai vu ma gynéco et qu'elle a senti mon kiss qui m'est remonté dans la tête. Enfin, tout qui a défilé. Et j'ai pleuré comme une malade. Donc, on évite le mascara pas waterproof, les filles, pour aller. J'étais en mode panda. Donc, je pleure mais j'étais même pas triste. Je sais pas comment dire. C'est comme s'il sortait le cancer de moi. Ça fait fort, mais la douleur, en tout cas, la douleur, elle est partie des rayons à ce moment-là. Et après, d'ailleurs, je me rappelle, il m'a dit ah, vous avez encore mal? Alors, je fais un peu la chochotte. Je me dis attends, je vais aller au bout du truc. Je veux pas repartir. Et je dis oui, mais c'est vrai, j'avais une petite sensibilité. Bon, après, je pense que tu en as toujours une. Hein. Je dis pas que j'ai plus rien, mais voilà, je sentais un peu plus. Donc, il refait un coup. Je repleure, repanda. Et voilà, ça suffit. Il m'a dit attendez une semaine pour voir. Et en revanche, si vous avez toujours mal, on se revoit. J'ai pas eu à le revoir pour ça. En revanche, ce jour-là, j'en profite Donc, tu parce que avais j'ai oublié de le dire. 4 ans et du jour au lendemain, tu n'as plus Ouais, de douleur aussi puissante. ouais, c'est ça. Je suis sensible, hein, on va pas se mentir. Mais rien à voir. J'avais vraiment des trucs qui me lançaient tout le temps. Et ce jour-là, il me dit, vous savez, par ailleurs, parce que j'avais encore mon traitement hormonal, du coup, et il m'a dit, si plus tard vous voulez essayer d'avoir un enfant, sachez que j'accompagne les femmes enceintes. Donc, avec plaisir en MP, s'il y en a qui veulent les coordonnées, je les partage avec plaisir. Parce que c'est vraiment quelqu'un de génial et qui m'a accompagnée moi aussi plus tard, du coup, Ah, ça, dans ma grossesse. Ouais, ça, j'en parlerai. et Donc, magnétiseur. Acupuncteur, j'ai découvert après, mais en plus, tu as les acupuncteurs spécialisés dans les hormones aussi. Donc, ça peut t'aider, même si tu prends des compléments alimentaires ou des crèmes par ailleurs. Enfin, voilà, moi, c'est quelqu'un qui accompagne beaucoup les femmes pour les filles, mais pour plein de choses autour des hormones. Et je pense que même s'ils ne sont pas spécialisés sur les hormones, les acupuncteurs, enfin voilà, ça, j'ai découvert ça plus tard. Même l'acupuncteur, c'est bien aussi pour renforcer le système immunitaire. Alors après, c'est toujours pareil. Hein. Ah bah, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut. Bah, et envoyez-moi un message après pour que j'oublie pas. C'était Web Ressources. Et pardon, du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, parce qu'avec ces traitements-là, la mémoire directe, on oublie. alors là, Euh, en hormones. L'acupuncteur, voilà, mais spécialisé les hormones ou pas, c'est hyper bien. Alors moi, ça n'a pas marché sur moi, mais j'ai une amie, ça a vachement bien marché l'auriculothérapie. Alors c'est un peu bizarre, la fille te met des genres d'aiguilles tout autour de l'oreille. Il faut dire que sur l'oreille, normalement, tu as la carte du corps, donc ça se tient. Et on dirait, je suis revenue, mon mec avait cru que j'avais fait des piercings sur toute l'oreille. Il m'a regardé genre. Voilà. Ça n'a pas marché sur moi, mais ça a marché sur ma copine. Ça lui a fait quoi précisément? Bah, elle, ça l'a soulagée. Après, elle a eu des trucs beaucoup plus lourds que moi parce qu'elle a eu beaucoup de chimio. Mais elle, ça l'a soulagée, notamment sur des trucs de nausées et tout. Parce que moi, j'ai pas dit, mais pendant les rayons, j'ai eu des nausées à vomir. Enfin, c'était horrible. Avec mon oncologue qui me faisait un dessin et qui me mettait, bah là, c'est vos seins. Là, c'est l'estomac. Les rayons, ils agissent là. Genre, c'est pas possible. Et genre, bah, ton sein droit, c'est marrant, il est juste au-dessus de l'estomac quand même. C'est assez proche. Et dans les livrets, quand tu attends dans la salle d'attente pour la radiothérapie, dans les livrets, c'est dans les effets. Mais ouais. Non, on me disait non. Donc, il m'a prescrit du Vogalène, ça ne sert à rien, n'essayez pas. Enfin, en tout cas, pour les nausées. Ah, je partage conseil de mon acupuncteur, il faut boire, et moi ça a vachement bien marché sur moi, mais malheureusement, moi je vous ai dit, je l'ai vu plus tard, donc c'est parce que moi j'ai gardé des nausées malheureusement, et c'est les artichauts, c'est hyper bien pour les nausées, et après vous buvez l'eau de cuisson. Voilà, je dis mon petit truc. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Moi, le psy, je surrecommande aussi. Et après, de prendre, même si tu as l'impression que tu prends déjà beaucoup de médicaments et que tu vas en prendre d'autres, tous les compléments alimentaires ou les crèmes qui peuvent aider. Moi, j'avais des trucs pour les bouffées de chaleur. Pour les nausées, j'avais trouvé un autre truc. Alors, tout simplement aussi, c'est pas pour les nausées très fortes, mais le Nux vomica en truc homéopathique, ça marche bien.
Et après, trouver, je réfléchis si j'ai d'autres trucs. Le magnétiseur, allez-y tout de suite si vous allez commencer de la radiothérapie ou il y en a qui s'appellent des barreurs de feu. C'est vraiment hyper efficace. Et moi, c'était plus des douleurs en brûlure. J'ai pas été énormément brûlée. J'ai de la chance. Enfin, c'était assez rouge, mais je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus brûlés que ça. Moi, c'est juste des plaques rouges. Et ça peut vraiment être utile. Et surtout, les effets de douleur, enfin, pour accompagner. Après, il faut toujours bien faire attention, hein, que ce ne soit pas des gens qui vous disent que ça va annuler les effets, mais pas sur le côté énergétiseur et barreur de feu. En tout cas, je pense pas. C'est vraiment... Je voudrais aussi te parler enfin, d'un sujet qui, toi, te tenait à cœur aussi, c'est le rôle des accompagnants. On l'a compris qu'il y a aussi un truc de sidération du patient qui fait que c'est important d'avoir quelqu'un à côté qui garde son cerveau pour noter, poser les bonnes questions, etc., etc. Donc toi, en l'occurrence, c'était ta mère, mais raconte-nous, je veux bien que tu nous détailles un peu plus cette partie-là. Bah, ma mère, elle a été présente dès le début. C'est-à-dire quand la gynéco a dit venez demain matin, déjà, elle me l'a dit à 9h et j'ai rendez-vous le lendemain à 9h. Donc, tu as 24 heures pourries, hein. On va pas se mentir, 24 heures de merde, hein. Désolée pour le mot, mais franchement, il n'y a pas grand-chose de mieux à dire. Et déjà, cette journée-là, j'ai vu une amie, mais j'ai vu ma mère, parce que je voulais pas trop en parler. Il y avait peu de... Je crois que je devais avoir qu'une amie, et ce jour-là, bah, du coup, une deuxième, elle était au courant que j'avais fait une ponction et qu'il y avait un truc suspect. On n'avait vraiment pas parlé. Et ma mère, elle était là pour la gynéco, elle m'a tenu la main. Et ma mère, un truc important, elle a été là vraiment à chaque étape, hein. Même quand j'ai pu faire le prélèvement d'ovocytes, je me rappelle, on était à l'hôpital Béclair à Clamart et avec ma mère, j'ai eu des fous rires improbables à des moments. Enfin, voilà, on était perdus, en fait. Il était 5 heures du mat, j'étais à jeun pour faire le prélèvement d'ovocytes. Et genre, on cherchait le bâtiment Jean d'Alsace. Et il y a quelqu'un qui nous a voulu tourner le dos. On était là, oh, pardon, Jean, on est là. Enfin, l'impression d'être dans un Fort Boyard avec ma mère dans un moment improbable. Et, et c'est hyper important, les accompagnants. Je me rappelle d'un jour, quand j'ai fait la veille de l'opération, en fait, on te met une sonde dans le sein. Et toute la journée, on t'a fait des injections. Donc, au moment de la sonde, vraiment, tu arrives le soir, tu as fait toute l'après-midi des injections au moins 10 d'un immeuble très caché, enfin d'un hôpital très très caché, hein, les cancers les cachent. Liquide radioactif, déjà, ça te rassure vachement. Et on t'en injecte plein. Et le soir, on doit te mettre une petite sonde dans le sein. Et là, tu dis, ouh. Et je me retrouve avec deux mecs qui le font. Et je dis, attendez, vous pouvez me faire une anesthésie? Ils sont là, ouais, c'est bon, c'est rien. Ça sera... En plus, ça sera une piqûre de plus. C'est rapide et c'est pas douloureux. Alors ça, je ne l'ai pas osé le dire, mais dans le spectacle, je le dis comme je le disais vraiment. Je dis, ah bon, bah, si c'est pas douloureux, je vais le prendre et la mettre dans ton organe. Je ne sais pas s'il y a des mots tabous ici, hein, donc Alors, tu peux y aller. voilà. Ok. Et suite à ça, je suis remontée et ma mère m'avait accompagnée déjà l'après-midi. Oui, je ne vous ai pas dit pour le super passage au moins 10 d'un hôpital à 2 heures de Paris. Enfin, je pousse le trait, mais presque pas. Bien, bien caché, les cancéreux. Et donc, je remonte. Et ben, ma mère, qu'est-ce qu'elle avait fait? Enfin, moi, je remonte et je pleure, hein, je ne vais pas mentir. Je ne me suis pas marrée tout le temps. En plus, je n'ai même pas réussi à leur dire qu'ils avaient qu'à se la mettre dans leur. Hein, voilà. Donc, je remonte. Je ne suis pas au top. Et ma mère, ben, qu'est-ce qu'elle fait? On se commande une super pizza. On se commande une glace. J'ai fait une triple chocolate, je crois, de Häagen-Dazs. Je me suis dit, attends, quitte à mourir demain, autant bien manger ce soir. Enfin, voilà, on a eu des moments comme ça. Enfin, nous, avec l'humour, c'est ça qui nous a aidé, même avec des moments improbables. Et je suis remontée, surtout, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas seule. Elle était là. Et je veux dire, après l'opération, elle était là. Bon, elle a voulu que j'aille chez eux. Et moi, j'ai dit non. En fait, bon, ce jour-là, j'étais vraiment genre, je suis pas malade, je veux rien changer. Donc, voilà, l'accompagnant, malheureusement, il prend aussi dans ces moments-là. C'est un peu dur. Qu'on Tu a veux des dire réactions. tes parents, en fait, c'est ça? Comment? Et tu dis, elle a voulu que je vienne chez eux. En fait, c'est chez tes parents. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, tu C'est as genre, ouais. tes parents. Ok. Et surtout qu'à la sortie de l'hôpital, en fait, ma chaudière était cassée. Donc, en fait, il faisait très froid parce que c'était en mi-janvier. Et j'ai voulu rester chez moi quand même. Je voulais pas changer, en fait. Je voulais pas être malade. Je l'étais, mais je voulais pas. Donc, il faut savoir aussi que les accompagnants, voilà, ils peuvent prendre voilà, notre énergie, nos moments de colère et tout. Et après, à chaque truc, après, pour les rayons, j'ai pas voulu parce que je crois elle a dû m'emmener au premier truc, mais il y a toujours des surprises dans le traitement. Moi, les rayons, et je le dis parce que comme ça, si un jour vous avez une amie qui vous dit je vais faire des rayons, dites-lui s'il vous plaît, passez le message pour que mon histoire en aide d'autres. Pour les rayons, on m'avait juste dit qu'on faisait des marquages au feutre. Donc, certes, tu pouvais pas prendre de bain pendant 3 mois et demi, du coup, et machin et tout. Sauf que moi, ce qu'on m'a pas dit, c'est qu'on allait me faire des vrais tatouages. Donc, le jour J, on me fait le feutre. Donc, je me dis, bah, c'est bon, on te met du cellophane. C'était très sexy pendant cette période-là, c'est vraiment génial. Du cellophane que je peux pas enlever pendant 3 mois. Et d'où les douches très rapides et pas de bain, pas de piscine, pas de sauna, rien. Et là, après, c'était une manipulatrice, je crois. Elle me dit, maintenant, je vais prendre l'aiguille. J'étais là, pousse. Et pourquoi? J'avais pas la faux. Bah, ils te font des vrais tatouages.
D'accord. Le feutre, même si tu le conserves, ça suffit pas. Ils ont peur que ça s'enlève. Mm. Donc, j'ai des marques. J'en ai 4. Il dit, D'accord. mais c'est bon, c'est rien, c'est des petits points et tout. Et tu dis, non, en fait, non, c'est pas cool. Et là, bon, le soir, c'était pas ma mère. Je crois que je suis allée dîner chez une copine. Je me demande si ma mère n'était pas venue quand même pour le truc. Mais ma mère, elle était là, voilà, pour les ovocytes. Elle était là tout le temps. Et c'est vraiment hyper important d'être entourée. Moi, là, je le fais pas assez systématiquement. Par exemple, pour mes contrôles, je vais tout le temps toute seule. Et je me dis, ce serait tellement sympa d'être avec une copine, mais t'oses pas demander. Bah, osez. Moi, vous voyez, j'ose pas vous oser. Que moi, je puisse vous dire, allez-y, osez. Mais au moins, maintenant, je me prévois un truc sympa derrière. J'essaye de pas être toute seule. Et j'ai bien fait parce qu'en juillet, tout va bien. Mais je me suis fait une frayeur parce qu'on m'a trouvé 2 trucs à gauche. Et alors, mes examens de contrôle, c'est tous les 6 mois. Et je devais voir une amie. Bah, Daniela, très gentiment, elle m'a attendue. J'avais rendez-vous avec elle. En plus, elle a un tout petit bébé. Voilà, c'est les vraies amies. Ça, c'est. Voilà. Désolée, ça fait remonter des trucs, mais voilà. Et du coup, j'avais rendez-vous avec elle et très gentiment, elle me dit bah, est-ce que tu veux, comme je dis, qu'on me fait une biopsie et je sais pas ce qui va se passer parce qu'ils m'ont enchaîné l'écho, la biopsie. Et elle me dit qu'est-ce que tu veux, tu préfères rentrer ou tu préfères qu'on se voit. Je dis bah, j'aimerais bien te voir, mais je veux pas te bloquer. Et voilà, elle s'est arrangée. Elle a 2 enfants un peu plus grands, mais quand même très petits. Et voilà, et elle m'a attendue. Et voilà, enfin, c'est les amis, enfin, d'oser dire bah ouais, si j'aimerais bien. Et elle était là, quoi. Et de se prévoir des trucs derrière et pour les rendez-vous, de se faire accompagner. Moi, quand j'ai vu mon oncologue et que je voulais lui. Et qui m'a annoncé le traitement hormonal, c'est pas lui qui m'a parlé de faire un prélèvement d'ovocytes. Je lui ai dit ce jour-là, mais où est-ce qu'on m'en avait déjà parlé? On en avait peut-être, si on en avait parlé du truc d'ovocytes. Je le vois et donc il m'explique qu'il va y avoir un traitement hormonal après les rayons. Je le vois avant les rayons, en fait. C'est le rendez-vous après l'opération. Désolée, j'ai un peu divagué. Mais c'est important parce que là, je suis dans une discussion avec lui sans ma mère, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. En fait, je lui pose une question simple. Je lui dis, est-ce que la radiothérapie, ça peut impacter ma fertilité? C'est clair comme question. Texto, parce que c'est un moment du spectacle où à chaque fois on me dit, je crois que c'est dans le livre aussi, on me dit, t'as inventé, enfin, t'as exagéré des trucs pour faire. Non, il me dit, texto, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je dis, bah, je sais pas, est-ce que les rayons, ça peut impacter ma capacité à avoir des enfants? Je me dis, il n'a peut-être pas entendu fertilité. Et là, le mec me dit, je vous jure, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et en fait, moi, j'ai craqué. Parce que, en fait, j'étais au bout. Et j'avais ma mère à côté. Voilà. Là, il y a ma mère qui parle et machin. Et ma mère a pris le relais. Et c'est ça, quoi. C'est de ne pas être seule. Et du coup, elle a pris le relais. Et puis après, bon, elle a essayé de me booster. Elle m'a dit, t'inquiète, moi, tu sais, je t'ai eu à 38 ans. T'inquiète pas. Enfin, voilà. Mais en plus, la réponse, finalement, ça a été qu'il a dit qu'il ne savait pas si les rayons pouvaient impacter ma fertilité. Et qu'il allait se renseigner. Ah, Non, il ne savait pas. ok. Mais bon, Donc, à sa décharge, il avait des patients beaucoup plus âgés. Ils avaient tous un pied dans la tombe. Enfin voilà, non, c'était une autre génération de voilà, mais c'est une vraie question quand on a 30 ans. bien sûr. Et effectivement, Euh, la médecine a fait des progrès de dingue et effectivement, le cancer du sein est très bien pris en charge, mais en fait, on ne pense pas aux dommages collatéraux, quoi. Bah c'est ça. En fait, t'as la peine et t'as la double peine et la triple peine quoi. Voilà. Donc c'est du tout pour être dans le pathos et tout, c'est juste de dire qu'il y a des conséquences en effet et qu'il y a des choses qu'on peut prévoir. Et vraiment sur ces étapes, enfin, je sais pas comment je m'en serais sortie de ce truc, je serais jamais sortie du cabinet, enfin si ma mère n'était pas là, enfin, j'aurais pas eu de réponse en fait. Je crois que je serais partie en pleurant après le deuxième, je comprends pas ce que vous voulez dire et j'aurais pas eu de réponse. Bon là j'en ai pas eu beaucoup plus, mais au moins j'ai enclenché un dialogue. Mais voilà, il faut être accompagné. Moi, ma mère, je lui dois tout. Enfin, voilà. Voilà, c'est après chacun. Moi, j'étais pas en couple à l'époque, ça a été ma mère. Peut-être que ça aurait été ma mère quand même, même si j'étais en couple, j'en sais rien. Mais une sœur, une amie, enfin, qui vous voulez, mais pour prendre des notes. Moi, parfois, ça, du coup, derrière, on débriefait et parfois, j'avais pas compris les trucs. Donc, du coup, elle était là, elle avait noté, puis elle était. Bien sûr, ça doit être dur pour une mère d'avoir son enfant malade, mais je pense qu'elle était plus lucide que moi. En tout cas, à nous deux, on pouvait remettre, tu vois, faire le truc. Genre, c'est bon, t'as le pronom, j'ai le verbe, on est bien, c'est cool. T'as le complément. On va faire les phrases. Sur une note vraiment joyeuse, c'est que derrière tout ça, tu as eu une grossesse. Oui, c'est mon arc-en-ciel. Attends, juste pardon. Merci pour ce témoignage si juste et authentique. Je confirme pour le coupeur de feu très efficace. L'accompagnement lors des rendez-vous avec les médecins sont essentiels en effet. Merci beaucoup, l'instant Rivière. Merci. Et alors, et donc ton arc-en-ciel? Et donc, mon arc-en-ciel, bah, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Et en fait, bah, mon arc-en-ciel, ça a été Et que on j'ai eu un peut dire bébé. que tu as un podcast qui s'appelle comme ça. Oui, je viens de lancer un podcast ouais, qui s'appelle comme ça, sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Et du coup, bah, j'ai eu un petit bébé. J'ai eu un petit bébé miracle.
Et c'est quelque chose que j'aime partager aussi. Maintenant, je le dis à la fin du spectacle parce que j'espère que ça donne de l'espoir. Et j'ai jamais autant joué le spectacle que l'Octobre Rose où j'étais enceinte. Donc, c'était Octobre Rose 2019. Et de voir les femmes qui se réjouissaient pour moi, enfin, tu vois, et de me dire, bah tiens, peut-être ça peut donner un coup de boost ou un peu d'espoir, de se dire, voilà, de l'autre côté, il y a des arcs-en-ciel comme ça. Et ben, super, si ça peut donner tu vois, si ça peut booster dans l'épreuve ou te donner du courage ou, voilà, te dire qu'il y a un peu de lumière quelque part. Il y a un après et qui peut être, Ouais, dans certains cas, très arc-en-ciel, quoi. voilà. Et que tu profites d'autant plus, en fait, parce que, J'imagine. Ouais. J'imagine que ta perception du quotidien, même tout simple, elle est très changée, quoi. ouais, ouais, c'est Merci, sûr. Sarah. Est-ce qu'il C'est ça. y a que j'ai pas abordé dont tu aurais aimé parler, toi? Non, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Après, peut-être, je sais pas, mais s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se battent, c'est de leur envoyer plein de courage. S'ils sont accompagnants aussi, parce que accompagnants, n'oubliez pas de prendre soin de vous, les accompagnants, c'est ce que je voulais dire aussi, de vous faire accompagner, que ce soit le côté psy ou même voilà le magnétiseur pour le truc des énergies, l'acupuncteur, enfin ce qui peut vous faire du bien aussi, parce que je sais que c'est dur aussi d'être accompagnant et que vous n'êtes pas toujours assez accompagné, vous oubliez un peu. Et de dire aux personnes qui se battent, bah, de leur envoyer plein de courage et de leur partager mon mantra préféré qui est Never give up. Never give up, n'abandonnez jamais. Voilà, et que vous n'êtes pas seul. Merci, Sarah. On précise que à la suite du live, déjà, il sera en replay. Ouais, Et super. si vous écrivez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace de commentaires. Voilà. Je répondrai avec plaisir. Et puis, si vous m'envoyez des messages, vous pouvez, pour les Merci personnes qui voulaient les contacter. pour tout et bon appétit pour ceux qui... Merci à toi. Ah, Et merci à tous et toutes. salut! Prenez soin de vous. Et allez chez votre gynéco. Oui.